Salut, c'est Olen, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, les capsules d'Olen proposent d'éclairer l'actualité, notamment par les prismes de l'histoire et de la philosophie. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions communes et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble la panthéonisation des Manouchians. Ce mois-ci, on va parler du conflit israélo-palestinien. Difficile de passer à côté. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Bien. Le conflit israélo-palestinien. L'histoire de ce conflit débute en 1920. Après la défaite de l'Empire ottoman, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, confie au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Londres devient gestionnaire du territoire avec pour objectif de placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement. Le 29 novembre 1947, la résolution 181, votée par l'Assemblée générale de l'ONU, prévoit une séparation de la Palestine en trois: un État juif, un État arabe et une zone sous contrôle international qui inclut Jérusalem et sa proche banlieue. Il est accepté par une forte majorité des représentants de la communauté juive de Palestine, mais rejeté par la quasi-totalité des représentants arabes de Palestine, comme par les États arabes voisins. Le 14 mai 1948, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël et la guerre israélo-arabe. Sans attendre la mise en œuvre hypothétique du partage de la Palestine, prévue par les Britanniques pour le 1er octobre 1948, David Ben-Gourion, futur Premier ministre de l'État hébreu, déclare l'indépendance d'Israël au dernier jour du mandat britannique, le 14 mai 1948, à Tel Aviv. Au lendemain de cette déclaration d'indépendance, à l'issue du mois de tensions et de violences intercommunautaires, les armées de plusieurs pays arabes voisins envahissent le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. L'exode et les expulsions d'Arabes palestiniens, qui ont commencé avec les violences fin 1947, s'intensifient avec l'entrée en guerre d'armées arabes, essentiellement égyptiennes, jordaniennes, syriennes, libanaises et irakiennes. Ces attaques sont repoussées et se soldent par la conquête par l'État hébreu d'un vaste territoire, bien plus étendu que celui proposé dans la partition de l'ONU. Pour les Arabes palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe, qui scelle l'exil forcé de 600 000 à 800 000 d'entre eux. En 1967, la guerre des 6 jours éclate. Israël attaque l'Égypte en raison du blocus de ses navires en mer Rouge, considéré comme un acte de guerre en violation du droit international. Après un succès militaire rapide au Sinaï, Israël contre-attaque la Jordanie en Cisjordanie, puis la Syrie sur le plateau du Golan. C'était en même temps la première guerre de l'eau, comme on en avait parlé dans une capsule avec Thalès. En 6 jours, Israël occupe toute la péninsule du Sinaï et rétablit la circulation de ses navires par le détroit de Tiran en mer Rouge, mais étend aussi son occupation sur la bande de Gaza, la Cisjordanie, le plateau du Golan et Jérusalem-Est. La guerre provoque un deuxième exode estimé par l'ONU à près de 500 000 Palestiniens. La résolution 242, approuvée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, souligne l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre, insiste sur la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable, et demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit. D'abord, sauvage, au regard du droit israélien, la politique de colonisation en Cisjordanie débute après la guerre des 6 jours. Cette colonisation est toujours considérée comme illégale selon le droit international, comme l'ont rappelé 11 résolutions de l'ONU entre 1967 et 2016. En 1973, la guerre du Kippour. Après des mois de tension, essentiellement côté égyptien, du fait de l'occupation israélienne du Sinaï, l'Égypte et la Syrie cherchent à envahir l'État hébreu par le sud et par le nord.
Les forces armées israéliennes sont surprises le jour du Kippour, la fête la plus solennelle du calendrier juif, malgré plusieurs renseignements qui indiquent l'imminence d'une attaque. L'Égypte reprend le canal de Suez, mais ne s'approche pas de la frontière sud d'Israël. Dans sa contre-offensive et avant le cessez-le-feu, Israël reprend une partie du canal et parvient à encercler une partie de l'armée égyptienne. Dans le Golan occupé par l'armée israélienne depuis 1967, les forces syriennes percent d'abord les défenses avant d'être refoulées. La contre-attaque de Tsahal entre sur le territoire syrien et s'arrête à 40 km de Damas. Les conséquences sont nombreuses côté égyptien et israélien. À Tel Aviv, une crise politique s'ouvre. Plusieurs généraux et responsables du renseignement démissionnent, de même que la première ministre. Les Égyptiens remportent des victoires militaires, ce qui pense les plaies de la défaite de 67 et leur permet de négocier sur un pied d'égalité avec Israël. Cette guerre facilite le lancement de pourparlers de paix entre l'Égypte et Israël, sous l'égide du président américain Jimmy Carter à Camp David. La paix est signée le 26 mars 1979. Le Sinaï est rendu aux Égyptiens en échange d'une reconnaissance mutuelle et de relations diplomatiques apaisées. Mais une partie des accords conclus concernant le sort de Gaza et de la Cisjordanie reste lettre morte. La première intifada, c'est-à-dire le soulèvement, éclate le 9 décembre 1987 à Jabalia, camp de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, avant de s'étendre à l'ensemble de la bande de Gaza, puis à la Cisjordanie. Cette période est marquée par des émeutes violentes de la jeunesse, avec des jets de pierre sur l'armée israélienne, mais aussi des attentats contre la population israélienne et des conflits entre mouvances palestiniennes. L'occupation israélienne, les conditions de vie et les inégalités avec le voisin hébreu, puis la répression violente de Tsahal, sont autant de facteurs nourrissant cette guerre des pierres, qui a fait plus de 1000 morts côté palestinien et plus de 300 côté israélien. C'est dans le sillage de la première intifada que naît le Hamas, de son vrai nom, Mouvement de résistance islamique, pour qui le djihad doit mener à la création d'un État musulman sur toute la Palestine. Cette position radicale conduit à des affrontements sanglants avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, durant l'été 1992 qui font plus de 800 morts. En 1993, les accords d'Oslo. Après 6 années d'intifada et des pourparlers secrets pendant des mois entre négociateurs israéliens et palestiniens, les deux parties s'entendent sur leur reconnaissance mutuelle et sur leurs droits politiques mutuels et légitimes. Ce texte, signé par les deux parties, prépare un cadre pour la période intérimaire, dont le but est d'accompagner la Palestine sur la voie de l'autogouvernement. L'OLP de Yasser Arafat accepte le principe du découpage temporaire des territoires palestiniens en 3 zones. Celles dans lesquelles le contrôle israélien cesse, c'est-à-dire les principales villes, celles où il est partagé avec les Palestiniens, et celles où il reste total. Le nouveau Premier ministre travailliste, Yitzhak Rabin, et son gouvernement reconnaissent l'OLP comme représentante légitime du peuple palestinien. Mais cet accord ne sera jamais appliqué en totalité par Israël. Alors que les factions palestiniennes hostiles aux accords multiplient les attentats, Yitzhak Rabin est assassiné en novembre 1995 par un militant de l'extrême droite israélienne, ce qui contribue à faire dérailler le processus. Certains négociateurs, comme l'Israélien Yossi Belin, estiment que le texte n'était pas allé assez loin, ne mentionnant par exemple pas d'étape menant vers le processus d'autogouvernement. Selon l'ancien ministre de la Justice, les opposants des deux bords étaient farouchement contre le partage des terres, et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher l'établissement de la paix. Le Hamas du côté palestinien, cet Israélien qui a commis un massacre, et puis l'assassinat de Rabin lui-même. Tout cela, on ne s'y attendait pas. Fin de citation. De 2000 à 2005, c'est la deuxième intifada. En septembre 2000, l'ancien ministre israélien, hostile au processus de paix, Ariel Sharon, se rend à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. C'est le mont du Temple pour les Juifs. Cette visite controversée déclenche des émeutes palestiniennes dans les territoires occupés.
Cette seconde intifada s'intensifie avec une vague d'attentats suicides commis par le Hamas et le djihad islamiste dans les centres-villes israéliens. En réponse, Israël multiplie les incursions militaires et entreprend dès 2002 la construction d'une barrière de séparation, reprenant en grande partie le tracé de la ligne verte, et mène des bombardements sur des cibles de l'autorité palestinienne et des groupes terroristes. Le nombre d'attentats suicides diminue à partir de 2004, mais sans pour autant cesser complètement. Plus de 1000 Israéliens et 3000 Palestiniens perdent la vie au cours de cette seconde intifada. Après la mort de Yasser Arafat en 2004 et remplacé en 2005 par Mahmoud Abbas, des contacts politiques reprennent entre Israéliens et Palestiniens. Mais Ariel Sharon, devenu Premier ministre d'Israël pendant l'intifada, fait adopter à la même période un plan de désengagement unilatéral de Gaza. Il prévoit l'évacuation de 21 colonies de peuplement implantées sur ce territoire et 4 en Cisjordanie, le retrait des forces militaires de Gaza, mais aussi le renforcement sécuritaire à la frontière israélienne, avec la création d'une zone tampon, le contrôle des frontières et de l'espace maritime et aérien. Enfin, Gaza reste dépendante à la fourniture d'eau, d'électricité et des moyens de communication fournis par Israël. 2007, le Hamas prend Gaza et Israël instaure un blocus. Côté palestinien, le conflit entre le Fatah, qui est une composante principale de l'OLP, et le Hamas dégénère après les législatives de 2006, remportées par ce dernier. Dès lors, les deux groupes se livrent à des affrontements violents, qui conduisent à l'éviction du Fatah et de l'OLP de Gaza. Depuis, c'est le Hamas qui gère la bande de Gaza et le Fatah la Cisjordanie. En réaction, Israël impose un blocus sur ce territoire et ses 2 millions d'habitants à partir de juin 2007. Plomb durci en 2008, pilier de défense en 2012, bordure protectrice en 2014, gardien des murs en 2021, bouclier et flèche en mai 2023. Autant d'opérations guerrières qui témoignent de l'escalade de la violence entre mouvements palestiniens et israéliens. Aux milliers de tirs de roquettes palestiniennes, Israël répond par des raids aériens, des assassinats ciblés, parfois extrêmement meurtriers pour les civils. Les victimes sont à plus de 80% localisées en territoire palestinien. Ce graphique représente par année les personnes tuées dans le cadre du conflit entre les deux pays, sur le territoire de la Palestine ou celui d'Israël, de 2008 à 2023. Les données de 2023 sont partielles, car elles ont été arrêtées au 15 octobre. En mars 2011, Israël déploie un dôme de fer, c'est-à-dire un système antimissile destiné à intercepter environ 90% des roquettes tirées depuis Gaza. Au cours du mois et demi de la guerre de 2014, 4564 roquettes et mortiers ont été tirés depuis Gaza. Israël se fixe aussi pour objectif le démantèlement des tunnels, principalement côté égyptien, par lesquels le Hamas se fournit en armement. Une barrière, avec une partie souterraine pour empêcher la création de nouveaux tunnels, devait bloquer toute circulation de personnes ou de marchandises à des fins militaires. La construction de ces 65 km de béton et d'acier s'est achevée en décembre 2021. La situation en 2022 et début 2023 est marquée par des élections législatives. Benjamin Netanyahou en sort vainqueur et assure, en présentant sa coalition, la plus à droite de l'histoire d'Israël, que son gouvernement encouragera et développera le peuplement dans toutes les parties de la terre d'Israël, y compris en Cisjordanie. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!